Je vous laisse deviner le sujet d'aujourd'hui. La macrophotographie est un monde extraordinaire, mais c'est un domaine qui demande un petit peu de technique et qui peut donc effrayer les débutants. Dans cette vidéo, on va voir plein de trucs, c'est un peu le guide ultime de la macrophotographie, oui, rien que ça. On va voir le matériel nécessaire, les étapes à suivre pour prendre une photo en macro, quel réglage faire, comment faire la mise au point. Pour que la vidéo soit pas trop longue et chargée, je vais passer rapidement sur certains points pour pas que la vidéo fasse plus de 15 minutes en gros. Je vous laisse du coup en description un article beaucoup plus détaillé sur le sujet, avec notamment des astuces un petit peu en vrac sur la macrophotographie, et aussi quelques idées d'approche pour les insectes. Allez, en avant, Guingamp. Micro, macro ou proxy? Pour commencer, on va faire une petite mise au point sémantique, donc une mise au point sur les mots. Micro signifie petit, macro, grand. Les marques Canon et Nikon ne nomment pas leurs objectifs macro de la même façon. Vous verrez la mention macro chez Canon et micro chez Nikon. Donc micro, macro, peu importe, c'est le même objectif, c'est des objectifs macro. Si ces deux mots sont opposés, ils renvoient à la même idée. Faire apparaître grand quelque chose de petit. La photo macro s'effectue avec un objectif qui permet d'avoir un agrandissement minimum de 1 pour 1. Je vais revenir juste après sur ce que ça veut dire. Ensuite, on a la photo proxy, ou photographie de proximité, qui est un faux jumeau de la macro-photographie. Elle fait apparaître des petits trucs en plus grand, oui, mais elle est réalisée en photographiant des objets de très près avec un objectif standard, donc pas macro. Du coup, avec un agrandissement moins important que 1 pour 1, et du coup avec moins de détails. Alors, qu'est-ce que l'agrandissement? Si le rapport d'agrandissement de votre objectif est de 1 pour 1, donc c'est un objectif macro, on dit que votre sujet a un agrandissement grandeur nature. Du coup, ce que doit faire au minimum un objectif qui se dit macro. Si vous photographiez une fourmi d'1 cm de long par exemple, et qu'elle est projetée sur votre capteur à une taille de 1 cm, donc peu importe la taille du capteur, alors elle est en taille réelle. Elle est vraiment à 1 cm sur le capteur. Quand vous arrivez environ à 1/10 de la taille réelle, donc un rapport de 1 pour 10, vous ne faites plus de photographie rapprochée ou proxy. Maintenant, qu'est-ce que la distance de travail? C'est la distance entre l'avant de l'objectif et votre sujet le plus proche. Si votre distance de travail est trop faible, vous risquez d'effrayer votre sujet ou encore de vous faire vous-même de l'ombre. En général, une distance de travail entre 15 cm et 30 cm, c'est idéal. Pour un bon équilibre entre une bonne distance de travail et le prix, je vous conseille de choisir plutôt des objectifs entre 100 et 150 mm de distance focale. On passe maintenant au matériel. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut commencer en macro à moindre frais. Par exemple, tout simplement en activant le mode macro de son appareil photo. Donc ce ne sera pas vraiment de la macro, mais on s'en rapproche. La mauvaise nouvelle, c'est que si vous en tombez amoureux, ça va vous coûter très cher. Exactement comme pour les relations humaines. Avec un appareil photo réflexe ou hybride, vous avez plusieurs choix possibles pour faire de la macrophotographie. Première possibilité, inverser l'objectif que vous avez déjà avec une bague d'inversion. Si vous possédez un objectif de 50 mm ou un peu plus, c'est une bonne base pour commencer dans la macrophotographie. Et oui, on va utiliser la technique de l'objectif inversé. En fait, c'est simple, vous enlevez juste votre objectif de votre appareil photo et vous le retournez. Si vous n'avez pas encore trop la tremblote, vous pouvez essayer de tenir tout simplement l'objectif en fait devant votre capteur, éventuellement le rapprocher, le mettre contre votre boîtier, mais attention aux rayures, pour prendre du coup vos photos. Bon, ça fait un petit peu bricolage, je vous l'accorde. Pour une installation plus sérieuse et sûre, je vous conseille d'investir dans une bague d'inversion qui va permettre du coup de fixer votre objectif, même s'il est inversé, sur votre boîtier. Bon, ce genre d'accessoire, c'est disponible un petit peu partout sur le net ou même en physique. Faites juste bien attention au filetage du coup de cette bague, parce que d'un côté, il faudra que c'est le même filetage que votre boîtier, et de l'autre, le même filetage que votre objectif. Donc quand je parle de filetage, je parle de diamètre. Deuxième solution, utilisez deux objectifs et inversez l'un d'eux. Je vous la fais courte, pas comme cette technique, parce que elle n'est pas forcément super utilisée. Donc vous mettez un objectif normal sur votre boîtier et vous retournez le second. Du coup les reliant tous les deux avec une bague d'adaptation. Ça peut faire du coup de superbes agrandissements, mais c'est assez encombrant. Troisième solution, les bagues tubes d'allonge ou d'extension. C'est un accessoire qui se loge du coup entre votre objectif et votre boîtier. Ils ne contiennent pas d'optique, il faut simplement modifier la distance minimale de mise au point de votre objectif. Parce que souvent du coup le problème avec les objectifs non macro, c'est qu'en fait on peut que faire la mise au point de loin, donc on est assez loin, pas très près, et du coup c'est pas très macro. Donc là en fait du coup, grâce à cette petite distance physique entre votre objectif et votre boîtier, grâce au tube, bah là vous allez raccourcir cette distance. Et du coup plus le tube d'extension est long d'ailleurs, et plus vous pourrez vous rapprocher de votre sujet pour faire la mise au point dessus. Et l'agrandissement de l'objectif sera plus élevé du coup. Et d'ailleurs, on peut additionner plusieurs tubes pour pouvoir se rapprocher toujours plus. Ces accessoires, ils fonctionnent en général mieux avec des objectifs standards et des objectifs grand angle, alors du coup avec des distances focales moyennes du genre 50 mm ou moins. Et ils sont en général assez bon marché, entre 20 et 100 € pour les plus chers, qui permettent de maintenir la connexion entre votre objectif et votre boîtier. Quatrième solution, les filtres ou bagues d'agrandissement. C'est tout simplement des sortes de loupes à visser en fait sur votre objectif. Ils raccourcissent aussi la distance minimum de mise au point de votre objectif, pour du coup le même principe que juste avant, pouvoir vous rapprocher plus de votre sujet. Enfin, cinquième solution, tout simplement l'objectif macro.
Je vais pas vous le cacher, si vous êtes vraiment super intéressé par la macrophotographie, vous serez difficilement satisfait par autre chose qu'un objectif macro. Ces objectifs sont spécialisés et vous permettent donc de faire la mise au point de très près, avec du coup un facteur d'agrandissement de moins 1 pour 1. Ce qui signifie du coup que la photo est reproduite en taille réelle sur le capteur. Le facteur d'agrandissement varie en fonction de la distance focale de l'objectif. Certains objectifs sont capables d'atteindre des facteurs d'agrandissement de 5 pour 1. Ce qui signifie du coup produire une photo 5 fois plus grande que le sujet ne l'est réellement. Et enfin, les objectifs macro ont une distorsion sur les bords bien moins visible. Attention, la plupart des objectifs macro sont à distance focale fixe. Et comme du coup la distance focale va déterminer à quelle distance vous allez pouvoir faire la mise au point sur votre sujet, du coup à quelle distance vous allez être de votre sujet, il est essentiel de choisir laquelle est adaptée à vos sujets et à votre style. Par exemple, une distance focale entre 50 et 60 mm sera adaptée à des sujets comme des plantes, des fleurs ou des objets inanimés. Et une distance focale de 100 mm sera du coup plus adaptée à des insectes ou éventuellement des animaux dangereux qui doivent être photographiés de loin. Du coup, en général, il est conseillé de choisir une distance focale entre 100 et 150 mm si vous voulez faire de la macro. D'ailleurs, les objectifs macro, même s'ils sont spécialisés, ils sont en fait très flexibles. Ils peuvent être utilisés pour de nombreux types de photos. Photos culinaires, photos de produits, photos de détails, photos de portraits. Le principal inconvénient, vous en doutez, c'est que c'est cher, cher et cher. Entre quelques centaines et quelques milliers d'euros. Du coup, c'était réservé uniquement à ceux qui vont vraiment s'investir dans ce type de photos et qui en ont les moyens. Je donne d'ailleurs quelques exemples d'objectifs macro dans mon article en description. Donc le choix d'une de ces 5 solutions que je vous ai présentées dépendra de 3 paramètres. Votre budget, votre niveau d'expérience et la qualité de photo que vous souhaitez. Après, on peut aussi acheter quelques accessoires supplémentaires, notamment un trépied et un déclencheur à distance pour plus de stabilité, parce qu'avec ce niveau d'agrandissement, l'appareil photo il est très sensible au moindre flou de bouger. Éventuellement aussi une lampe annulaire qui se met autour de l'objectif, ou d'ailleurs un flash, qui permet du coup d'avoir plus de lumière, parce que souvent en macrophotographie, on a très peu de lumière qui arrive sur le capteur. Je vais en parler après. L'avantage de la lampe annulaire, c'est qu'il permet d'avoir une lumière très uniforme sur votre sujet. Quant au type de boîtier, si vous posez la question, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance, je en parle aussi un petit peu dans mon article. Maintenant, on va passer à la méthode pas à pas pour prendre une macro photographie. Donc ces étapes sont possibles dans le cas où vous avez un objectif du coup macro avec un facteur d'agrandissement de 1 pour 1 et un flash. Étape numéro 1, acheter un monopied ou éventuellement trouver un bâton autour de vous. Étape 2, utiliser un flash puissant et utiliser un diffuseur pour adoucir la lumière. Si vous n'en avez pas, vous pouvez essayer avec par exemple du carton, du papier, de l'aluminium ou quelque chose comme ça. Étape numéro 3, fixez votre objectif macro sur votre boîtier, mettez-vous à l'agrandissement souhaité, mettez-vous en mise au point manuelle. 4, choisissez les paramètres d'exposition corrects. J'en parle d'ailleurs dans ma formation gratuite que je vous laisse aussi en description. Du coup, si le flash est votre seule source de lumière et que vous photographiez bien avec un objectif avec un agrandissement de 1 pour 1, utilisez du coup un temps de pause qui soit synchronisé si possible avec votre flash. Généralement 1/200e ou 1/250e de seconde. Utilisez une ouverture pour commencer entre f16 et f22. Étape numéro 5, réglez vos ISO sur la valeur qui permet d'obtenir l'exposition correcte d'une feuille lorsque le flash se déclenche en mode manuel à environ un quart de sa puissance. Pourquoi un quart, vous allez me dire? Parce qu'en fait, en général, c'est le bon compromis entre un flash assez puissant et un temps de recharge assez rapide. Étape numéro 6, passez le flash en mode TTL, donc automatique, même si en automatique, vous saurez grâce à l'étape 5 qu'il oscille autour de un quart de puissance de flash. Pour obtenir une exposition précise, vous devrez sans doute ajuster la compensation d'exposition de votre flash, en général de +2 ou +3 stops. Si vous ne savez pas ce que c'est les stops, j'en parle dans ma formation gratuite en description. Étape numéro 8, du coup, placez votre appareil sur un monopied ou sur un bâton. Bien sûr, il ne faut pas que ça vous empêche d'atteindre votre sujet à la bonne hauteur que vous souhaitez. 9, du coup, il est temps de trouver l'insecte que vous voulez photographier. Pour commencer, pas se dégoûter, c'est bien de trouver un insecte du taille d'une mouche environ. 10, faites la mise au point, donc avec une technique que je vais détailler juste après. Et 11, déclenchez enfin, c'est pas trop tôt. Après, éventuellement, étape 12, vous pourrez supprimer les taches de poussière en post-traitement. Et voilà, vous devriez être pas mal. Bon, alors je sais, certains vont me dire que ça fait quand même beaucoup d'étapes pour une photo, mais là c'est parce que je détaille. Après, en fait, forcément avec la pratique, ça va être beaucoup plus rapide. Gérer le casse-tête, ouverture, temps de pause, profondeur de champ et lumière. C'est sans doute le grand défi technique en macro-photographie. En macro, vous êtes extrêmement proche de votre sujet et du coup votre profondeur de champ est très faible, donc la zone de netteté acceptable. Même avec des ouvertures très fermées comme f11 ou f16. En gros, concrètement, si vous faites la mise au point sur votre sujet, il sera probablement très flou à l'avant et à l'arrière, si vous faites la mise au point à peu près au milieu de votre sujet. Je vais vous proposer 4 solutions, donc souvent 2 qui sont utilisées. Pour plus de détails comme d'hab, vous pouvez aller dans mon article en description. Première solution, tout simplement agrandir votre ouverture. Du coup, en choisissant un nombre f plus petit, comme par exemple f2.8 ou f5.6, vous aurez donc une très faible profondeur de champ et même une tête de fourmi ne pourra pas être entièrement nette. Et vous pourrez aussi difficilement faire la mise au point même en manuel.
mais c'est une solution simple et sans prise de tête. Si votre temps de pause est trop long, dans ce cas, augmentez vos ISO, mais faites attention du coup toujours au bruit numérique. Ou utilisez un flash ou une lumière. Je vous conseille du coup plutôt de réserver cette technique pour la photo proxy, on peut aussi rapprocher que la macro mais un peu plus loin. Du coup entre un rapport de 1:10 et 1:2. Deuxième solution, et celle qui est la plus utilisée, raccourcissez votre temps de pause et utilisez un flash. Réduisez l'ouverture entre f16 et f22. Le problème c'est qu'on y verra autant que dans le cul d'un ours comme on dit, et donc il faudra utiliser un flash. Car la quantité de lumière reçue sur le capteur sera bien trop faible pour ces petites ouvertures. Du coup c'est la méthode la plus utilisée chez les macrophotographes, et je vous encourage plutôt à utiliser celle-ci, et c'est l'occasion du coup d'apprendre à se servir d'un flash. Troisième solution, le focus stacking. Ici vous allez pouvoir ouvrir à f8, f11, donc une ouverture un peu plus grande. Et en gros ici vous allez faire des tranches de mise au point, donc vous allez prendre plusieurs photos avec différentes mises au point, et ensuite sur le logiciel vous allez empiler toutes ces mises au point pour obtenir une seule photo nette. Donc globalement ça fonctionne très bien. Du coup c'est pas adapté au sujet mobile parce qu'il faut que le sujet soit toujours au même endroit pour faire toutes ces photos et les empiler. Mais ça prend surtout beaucoup de temps et ça demande plusieurs dizaines de photos. Quatrième solution, les objectifs à bascule et à décentrement. Donc je vais pas détailler cette solution ici parce qu'elle est très spécifique, très chère. Donc vous pouvez la retrouver un peu plus détaillée du coup dans mon article en description. Et du coup elle est assez peu utilisée. Alors maintenant comment bien faire la mise au point? Dans ce type de photo, la partie mise au point ne dépassera pas quelques millimètres, même à f32. En plus, en général, votre autofocus aura du mal à suivre votre mouvement, en agrandissement 1 pour 1 en tout cas. Sauf, évidemment, si vous êtes sur trépied. Donc maintenant, je vais vous expliquer une technique de mise au point manuelle. Donc la mise au point manuelle est quasiment inévitable en agrandissement 1 pour 1, à main levée. Mais dans votre façon de faire la mise au point, il y a une énorme subtilité par rapport aux autres types de photos. On ne va pas tourner notre bague de mise au point de droite à gauche comme un dératé. Mais on va plutôt faire ça. D'abord, on va garder notre distance focale fixe, donc on va choisir un agrandissement, une distance focale. Ensuite, on va faire lentement la mise au point, jusque là on estime que c'est le plus net à peu près. On se décide. Ensuite, on va lentement basculer l'appareil photo d'avant en arrière sur notre monopied du coup ou notre bâton, millimètre par millimètre tout en regardant du coup dans le viseur. Et lorsque du coup la netteté sur notre photo nous semble correct et ok, là on va déclencher. Du coup la subtilité ici c'est qu'on fait à peu près notre mise au point et après on ajuste en bougeant nous et pas en bougeant du coup notre bague de mise au point. Cela permet d'avoir environ 40% de nos photos nettes. Mais c'est de la merde me direz-vous, pas pour une photo macro à main levée. D'ailleurs petite remarque, pour les grossissements moins importants ou les sujets assez gros, l'autofocus sera plus efficace que la mise au point manuelle. Une petite astuce aussi pour augmenter un petit peu votre netteté, c'est que vous pouvez du coup placer votre objectif de manière parallèle aux détails que vous voulez voir le plus net possible. Du coup de cette façon vous augmentez en fait mécaniquement, vu que c'est parallèle, c'est une histoire de parallèle, du coup vous augmentez la zone où c'est mis au point, et du coup vous pourrez choisir un petit peu là où vous voulez que ce soit le plus net. Pour pas mal de photos, du coup vous devrez choisir où vous voulez que ce soit le plus net. En général ça sera les yeux ou éventuellement les ailes en fonction de vos sujets. Alors comment bien composer une photo macro? C'est pas parce que votre sujet est superbe, bien détaillé et inhabituellement en gros plan qu'il ne faut pas composer. Ne comptez pas que sur le post-traitement. La composition, c'est surtout pendant la prise de vue. Si vous voulez regarder d'ailleurs sur la composition, je vous mets 3 articles en description sur les grilles de composition, l'équilibre et le ratio d'aspect. Je vais vous donner rapidement 2 conseils parce que la vidéo est assez longue comme ça. Le premier conseil et le plus important, c'est de faire principalement attention à son arrière-plan. Il ne doit pas attirer trop l'attention par rapport au sujet, il doit plus venir le compléter. Parce qu'en gros, en photo macro, vous allez surtout avoir votre sujet éventuellement posé sur quelque chose et un arrière-plan flou. Donc petite astuce aussi pour créer un effet studio avec l'arrière-plan complètement noir ou très sombre. Déjà, c'est d'être en agrandissement 1 pour 1 ou éventuellement 1 pour 2. En prenant en flash et en ayant une distance suffisamment importante entre votre sujet et votre arrière-plan, vous devriez du coup avoir un arrière-plan sombre ou noir. Deuxième conseil très important, profitez des couleurs. Donc pour profiter des couleurs, il va falloir prendre vos photos en RAW de préférence pour pouvoir les développer, les booster par la suite. En fait, en macro-photographie, on a un avantage, c'est la pureté d'atmosphère. Parce qu'en effet, vous êtes tellement proche de votre sujet que même si, je sais pas, il y a de la pollution, des particules, s'il y a de la brume, en fait, votre atmosphère sera très translucide. Donc vous verrez très bien, vous capterez très bien les couleurs. En plus de ça, à l'échelle micro, on voit des couleurs qu'on ne voit pas ordinairement, comme par exemple toutes les couleurs des yeux d'une mouche. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo assez longue et assez détaillée, je l'espère, qui va vous servir. Je vous préviens, la macro-photographie va vous offrir vos plus belles surprises et vos plus terribles déceptions. Il est assez facile d'être frustré au début. Même avec les bonnes conditions et pas mal d'entraînement, à un agrandissement de 1 pour 1, vous aurez sans doute un taux de conservation de photos d'environ 50% ou moins. Donc moins d'une photo sur deux. Donc rassurez-vous, c'est normal et ok d'avoir du déchet en macro-photographie. Je vous rappelle aussi que je vous laisse en description une information totalement gratuite de plus de 8 heures de cours sur les bases de la photographie. Je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.